Pouf pouf. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes dans la session Concevoir un robot avec les technologies Microsoft. Je vous présente Nicolas Clerc, mon comparse de cette session, et moi je m'appelle Pierre Cauchois. On va couvrir dans cette session un certain nombre de choses, un certain nombre de concepts, de pratiques qui sont issus de notre expérience et de l'expérience d'autres gens qu'on connaît sur la conception d'un robot. Donc c'est honnêtement la conception d'un robot en mode soirée-week-end. On n'est pas en train de parler de la conception d'un bras robot industriel, ultra temps réel et compagnie. On va donc faire le point sur un certain nombre de types de matériel qu'on va pouvoir rencontrer pour fabriquer des robots, un certain nombre de logiciels aussi, de systèmes d'exploitation, et on a une petite surprise pour la fin, enfin une petite surprise, je ne sais pas si ça sera une surprise, mais en tout cas on a un truc sympa pour conclure. Donc, première partie, c'est sur l'architecture et ce qu'on retrouve à peu près systématiquement dans un robot, donc les différentes couches qu'on va rencontrer. Avant peut-être de démarrer, juste une petite question. Qui construit un robot chez soi? C'est parce que les autres c'est 2, 3, 4 robots. Ok. D'accord. Donc les gens qui construisent des robots sont les bienvenus pour commenter sur tout ce qu'on dit, partager leur expérience, etc. On a la chance d'être dans une petite salle. Ça peut donc être relativement interactif. On est entre nous. Donc voilà. Donc l'architecture classique qu'on va retrouver quand on va concevoir un robot, elle commence évidemment avec du matériel. Ça, j'enfonce une porte ouverte, donc je passe tout de suite à la suite. Ensuite, on va retrouver une première partie en général, qui est une partie d'électronique où il y a à la fois un bout d'analogique et un bout de numérique que moi j'appelle souvent la colonne vertébrale par analogie à l'être humain. Et au-dessus de ça, on va retrouver un espèce de cerveau, encore une fois analogie à l'être humain, enfin certains d'entre nous, suivi éventuellement par le cloud. On a la chance d'avoir des ressources sur le net et d'une manière générale avec Windows Azure de plus en plus simple et de plus en plus intéressante pour la robotique. Donc on va avoir toute une partie qui est dédiée. Il me regarde ton truc. Ok, d'accord. Il est curieux. C'est normal. Donc on va avoir une grosse partie là-dessus. On va passer sur chacun de ces blocs et partager un petit peu notre expérience dans les différents domaines. Alors le capteur matériel en général, on a tous une idée de ce qu'on veut faire, donc ça va pas être le gros de la session. En revanche, on va pas mal parler de l'électronique qui constitue la colonne vertébrale, parce qu'on a des petites solutions assez sympas, particulièrement pour les développeurs qui connaissent bien les technologies Microsoft. On va beaucoup parler du cerveau. On va évidemment avoir l'occasion de parler un petit peu de Kinect, un petit peu des kits comme Robotics Studio, pour lequel il y a une session plus tard dans l'après-midi. Donc voilà. Ça vous donne un petit peu le plan de la session, à lire de bas en haut. Alors, la première chose avec le matériel, et là je pense que je suis même sûr que les gens qui ont essayé de faire un robot chez eux seront à peu près d'accord avec moi, c'est le choix le plus compliqué parce que on a tous une idée différente du robot qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui décident que ça va être un projet et c'est vrai, hein, il y en a sur plusieurs années, sur lequel ils vont pouvoir investir des milliers d'euros. Il y en a d'autres qui décident de faire ça pour se marrer avec un petit peu d'électronique et dont le budget maximal ne dépassera pas 200 euros, on va dire. Donc le problème, c'est de trouver pour les différents niveaux de prix, le matériel qui va bien. Et une fois qu'on l'a trouvé, encore faut-il savoir s'en servir. Parce que bon, on est au TechDesk, donc c'est une conférence Microsoft. Je doute que les électroniciens soient majoritaires dans la salle. Je pense qu'on est surtout des développeurs et des gens du monde logiciel. Et c'est vrai que l'électronique, c'est pas forcément notre domaine principal. Du coup, il faut en parler. Il y a un tas de gens autour de nous qui en font et vous le savez pas forcément. Et il y a un certain nombre de forums, particulièrement les forums des petites cartes dont on va parler plus tard, qui constituent la colonne vertébrale du robot, puisque en général,
quand les gens commencent à faire un petit peu d'électronique en mode hobbyiste, le robot, c'est très rapidement le projet qui vient sur la table. Le cycle qui est à la fois vertueux et vicieux quand on va choisir du matériel, et dont il faut être particulièrement conscient, et en général on s'en rend compte sur son premier robot. Donc là on va dire, pour ceux qui n'ont pas, je suis content, il y en a plein qui n'en ont pas encore fait, donc vous allez voir, plus on veut faire de choses, plus le robot il pèse lourd. Plus le robot il pèse lourd, plus on a besoin de puissance pour le bouger. Plus on a besoin de puissance, plus ça coûte cher. Plus on a besoin de puissance, plus les moteurs ils sont gros. Plus les moteurs ils sont gros, plus ça pèse lourd. Plus ça pèse lourd, plus c'est cher. Plus c'est cher, plus on a besoin de gros moteurs. Plus il y a besoin de moteur, plus il y a besoin de batterie. Plus il y a besoin de batterie, plus ça pèse lourd, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec on se retrouve avec Eddy, que je vous montrerai tout à l'heure, qui fonctionne avec 2 magnifiques batteries au plomb. Qui font à elles seules les 3 quarts du prix, pas du prix, mais du poids du robot. Et voilà. Et finalement, quand on s'amène avec des batteries au plomb, un truc qui fait cette taille-là, après, on a un problème avec ce qu'on appelle le WAF. Il y en a qui connaissent. Le Wife Acceptance Factor. Plus ça prend de place dans la maison, plus voilà. On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion. Donc ça, c'est vraiment la spirale qu'il faut connaître du matériel, et c'est pour ça qu'il faut être très très clair sur ce qu'on veut faire au départ. Et c'est ça qui est pas évident, c'est que il y a vraiment une grosse phase de réflexion et d'étude en fonction de ce qu'on veut faire et du budget, savoir si on va réussir à le faire avec ce qu'on a sous la main. Par exemple, on va parler un petit peu plus tard notamment de cartes micro-framework. Il serait illusoire de faire du traitement d'image avec une carte micro-framework correctement. Un microprocesseur ARM cadencé à 72 MHz sans gestion de la mémoire, il y a peu de chances que vous fassiez du traitement d'image temps réel. On peut faire des petites choses, mais bon, voilà. Donc il faut être réaliste sur ce qu'on fait, sachant que, évidemment, moins on y met de l'argent, moins on peut faire de choses. Après, il y a des cas spéciaux de robots qui coûtent très très cher et qui font pas grand chose, mais on n'en parlera pas dans cette session. Non. Le but ici, c'est d'avoir des robots qui font quelque chose. Donc, la colonne vertébrale du robot, ça va être une carte électronique. Une carte électronique qui va vous permettre de brancher les capteurs, les moteurs, les servomoteurs éventuellement, parce que bon, il y a différents types de moteurs. Et on va dire, vous allez commencer à ce stade-là à implémenter les fonctions de base de votre robot. Souvent, moi j'ai tendance, alors ça dépend des robots, mais j'ai tendance à essayer de mettre par exemple la détection de collision en dur dans la carte électronique. Parce que finalement, quand on y réfléchit avec cette architecture, avec la colonne vertébrale, le cerveau et tout ça, on n'a pas besoin de réfléchir, nous les humains, quand on veut éviter de se prendre un mur en général. C'est instinctif. C'est instinctif. On sait que quand on en approche, là je le vois pas, mais je sais qu'il faut plus que je recule, quoi. Donc en général, on va commencer à coder des fonctions de base dans cette colonne vertébrale. Il faut donc qu'elle soit pas complètement opaque pour vous. Il faut s'attendre, quand on va faire un robot, à réaliser un petit peu de code embarqué. Et du coup, maîtriser les outils qui vont avec ce code embarqué. Et dépendant de l'électronique que vous allez choisir, ça va pas forcément être évident, parce que si vous commencez à partir avec des cartes d'évaluation, par exemple de microprocesseurs qu'on va trouver chez Freescale, chez Texas Instruments, etc., il faut maîtriser l'outillage qui va avec, le langage qui va avec. Il va falloir commencer à apprendre l'architecture du microprocesseur, et on peut y passer des mois. Du coup, ça va être sympa d'essayer de se trouver une petite carte avec laquelle on va pouvoir coder et réutiliser ces connaissances. Ils bougent tout seuls. Hein. Les moteurs sont pas allumés. Non, okay, ça y est, moi d'accord. Ça aussi, ça va vous arriver, le robot. Il y a plein on en partagera des histoires comme ça de roboticiens débiles. J'ai une histoire d'un robot qui se barre quand on le débug, c'est assez sympa aussi. D'où le WAF. Ouais. Okay, je vais pas aller dans cette direction-là. Ça pourrait. Donc, carte électronique, il y a aussi un cercle qui est à la fois vicieux et vertueux. Plus on veut faire de choses,
plus on va avoir besoin d'entrée-sortie. Plus on a besoin d'entrée-sortie, plus les bandes d'entrée-sortie ils sont compliqués à configurer. Plus ils sont compliqués à configurer en général, et plus ils sont compliqués à alimenter également. On a des petits microcontrôleurs qui sont très simples, qui fonctionnent tout en 3,3 ou en 5 volts. On n'a pas à se poser la question, on a juste à brancher sur le régulateur et ça se démarre tout bien tout seul. Il y a des microprocesseurs type les gros ARM, à partir des ARM 9, ARM 11 et maintenant les nouvelles séries de Cortex, où il y a 3, 4, 5 banques d'alim différents qu'il faut allumer dans un ordre différent, avec des voltages différents à chaque fois, c'est compliqué. Par ailleurs, quand on a un problème avec, quand on veut interfacer des composants classiques, typiquement des petites mémoires éventuellement, et puis après des capteurs analogiques numériques, ben plus les niveaux d'entrée-sortie sont bas en niveau voltage, plus en général on va avoir du mal à trouver les composants. Parce qu'aujourd'hui, encore, même si les microprocesseurs ils sont beaucoup avancés dans la complexité au niveau de leur électronique d'entrée-sortie, ben, les capteurs qu'on trouve dans le commerce, qu'on trouve sur Internet à pas trop cher, eux, ils en sont restés à peu près au même stade depuis 4-5 ans, même un peu plus. Et du coup, ça va être assez systématiquement, soit du 3.3, même assez systématiquement du 5 volts. Et vous pouvez sérieusement endommager votre processeur si vous vous plantez là-dedans. Donc il faut faire attention et il faut avoir conscience que plus on va avoir envie de faire des choses, plus on va avoir un truc compliqué, plus on va avoir un truc compliqué, plus ça va coûter cher, et ainsi de suite. Typiquement, ce qu'on va vous proposer dans cette session, qui ne couvre pas l'intégralité de ce qu'on peut trouver sur le marché, mais qu'on a là d'ailleurs, que vous pourrez voir à la fin de la session, et qui fonctionne plutôt bien pour faire des petits robots de base, ou en tout cas des petites colonnes vertébrales de robots, c'est des cartes micro-framework. Alors, le micro-framework, c'est quoi? C'est un espèce de framework.NET qui tourne sans OS, directement sur un certain nombre de petits microcontrôleurs qui sont supportés, dont font partie ces deux cartes. Et du coup, on va développer son application avec le micro-framework en .NET, en C# ou en VB.NET, avec des langages qu'on connaît, directement depuis Visual Studio, et on ne va pas avoir à se compliquer la vie avec une sonde JTAG qui coûte une blinde, ou pire. On branche ces petites cartes sur le port USB et on déploie du code directement dedans. Le Netduino, pour vous donner une idée, quand vous êtes sur un Netduino de base, c'est-à-dire sans le port Ethernet, vous êtes sur un truc à $34, $50 avec le port Ethernet. Gadgeteer, c'est un petit peu plus cher, c'est beaucoup plus modulaire, mais parce que vous voyez tous ces petits modules, on peut les brancher entre eux. Et surtout, il y a déjà plein de petits modules électroniques. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire avec packagé. C'est qu'il y a plein de petits modules électroniques qui sont déjà conçus avec une interface extrêmement simple. Là où le Netduino, on va quand même être obligé de se fader un petit peu d'électronique. Netduino, c'est un équivalent .NET de l'Arduino, hein, pour ceux qui connaissent. On en a déjà un peu parlé dans les sessions Internet, micro-framework et Internet des objets. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui y étaient. On les ressort dans toutes les sessions parce qu'on les aime beaucoup, ces petites cartes. Elles ont le mérite d'être pas trop chères. L'inconvénient de cette carte, et il faut être tout à fait réaliste là-dessus par rapport au projet qu'on veut réaliser, le micro-framework, c'est du .NET, c'est du .NET, donc il y a une CLR et un garbage collector. S'il y a un garbage collector, on n'est pas temps réel. Donc attention au type de robot que vous voulez faire. Si vous voulez faire un robot qui fait des manip, vous voulez faire un petit bras par exemple, je sais pas, pour tourner la soupe. Tiens, on a un collègue indien qui a fait ça. Un bras robot pour tourner les pâtes dans sa casserole. Il faut faire attention au type de manipulation parce que quand le garbage collector se démarre, il n'y a plus rien d'autre qui tourne. Il démarre une fois de temps en temps quand même. Après, il y a des possibilités avec ce qu'on appelle le porting kit du micro-framework d'intégrer du code natif directement sur ces types de cartes et après passer du monde .NET au monde natif et vice-versa. Mais ça devient le niveau de-dessus quand même en termes de complexité, donc on commence à perdre l'avantage. La même accessibilité. Voilà, on commence à perdre l'avantage qui était on code en .NET. Parce qu'à partir du moment où on commence à vouloir coder des fonctions en C dans le robot, pourquoi pas se prendre un microcontrôleur qui ne supporte que ça. Ces cartes-là, elles sont bien aussi quand il s'agit de prototyper. Parce que
elles coûtent pas très cher, elles sont facilement accessibles, on les achète sur le net, elles arrivent chez vous en moins d'une semaine. Elles vous permettent de déployer rapidement du code et de tester. Il faut pas hésiter, et on va voir un projet un petit peu plus tard qui est passé par ce chemin-là, à faire le prototypage avec ça, quitte après à changer de hardware pour passer sur un truc un peu plus en prod. Des fois que faire dans la robotique soit un objectif métier autour d'une start-up ou quelque chose comme ça. Évidemment, c'est pas ce genre de carte qu'on va mettre en prod. C'est des choses qui seront dimensionnées vraiment pile poil pour votre soft. Ça permet d'être assez générique, de faire un certain nombre de projets et de s'amuser tout en réutilisant ses connaissances de développeur. Valider des concepts ou des idées de manière très simple. Voilà. Il me semble que tu en as t'as une carte micro-framework, toi. C'est une autre en plus, donc ça montrera bien bon, la diversité. Il y en a plein des cartes micro-framework qui a pas trop cher comme ça. Alors, effectivement, bon, je savais, du coup, je me souvenais plus que j'avais détaillé dans la slide. Voilà. S'il y a un point que j'ai oublié quand même au niveau électronique, il y a énormément de projets de robots à base d'Arduino sur Internet. Donc il y a beaucoup de gens qui partagent ce qu'ils font avec les Arduino. Si vous êtes plutôt développeur .NET et que vous avez envie de vous mettre plutôt NetDuino, sachez que le NetDuino est 100% compatible au niveau hardware avec l'Arduino. Et que donc tout le travail qui a été fait, les shields qui ont été, donc les petites cartes électroniques qui se branchent au-dessus du NetDuino, qui ont été conçues pour l'Arduino, vont marcher avec le NetDuino. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'à chaque fois, il faut se fader un peu d'électronique, alors que le Gadgeteer, qui est un petit peu plus cher, chacun des modules vaut entre 10 et 20, 30 $ pour les plus chers. Une petite carte mère, va valoir entre, je sais pas si j'ai pas été un peu fort là, je crois que c'est 60 à 90 $, un truc comme ça. Et les cartes réseau, dépendant que si c'est de l'Ethernet, du Wi-Fi, du cellulaire, vont coûter assez cher aussi. Donc là, où on est sur un hard à 30-50 $ avec du NetDuino, avec du Gadgeteer, on va très très rapidement arriver à 200. Donc voilà, après faut voir en fonction de votre budget. On continue, on monte d'un cran sur le cerveau. Le cerveau, c'est vraiment là où vous allez faire tourner la grosse majorité du code. On se retrouve très rapidement avec ce type d'architecture parce que quand on est dans des cartes micro-framework, on ne peut pas faire assez de choses par rapport à la fonction de haut niveau qu'on veut. Si vous voulez faire un robot qui suit une ligne, carte micro-framework, ça va suffire. Dès que vous allez vouloir interagir avec un humain et commencer à faire des choses, vous allez vouloir avoir du code qui tourne un petit peu plus vite, des interfaces un petit peu plus riches, vous allez vouloir faire un petit peu de traitement d'image, pourquoi pas intégrer un Kinect, et donc vous allez vouloir tourner avec un hardware grosso modo de type PC ou de type ARM très puissant. Du coup, ces cartes-là, plus c'est puissant, plus ça consomme de la batterie. Et à ce moment-là, il faut donc se poser la question de comment on va l'alimenter. En général, on fait une alimentation qui est séparée. Il y a un autre truc qui est caractéristique du cerveau, et ça vous vous en rendez compte tous les matins, enfin moi en tout cas, c'est que ça démarre plus lentement que le reste, puisque l'OS est plus complexe. Du coup, c'est pour ça qu'il faut une petite carte électronique avec quelques fonctions de base pour être sûr que le robot, au moment où il démarre, les moteurs soient pas n'importe comment et qu'il file là-bas le temps que le cerveau arrive. C'est comme ça qu'on se cogne le petit doigt dans la porte de la salle de bain. Et voilà. J'ai fait un four là, un truc terrible. Donc envisager une batterie séparée. On va se retrouver typiquement sur un certain nombre de robots, finalement, directement avec soit un PC, parce que le laptop a ça de génial que non seulement on peut développer et tester avec, mais en plus il a sa propre batterie, soit avec une carte industrielle. Donc c'est grosso modo une espèce de mini carte de PC, donc avec un CPU, avec de la mémoire x86, avec de la mémoire que vous connaissez, c'est souvent de l'atome, ce genre de choses, et des alimentations qui sont relativement robustes. Quand on part sur des PC, des petites cartes PC industrielles qui valent entre 200 300 $, vous allez vous retrouver avec un truc qui est capable de manger du 12 volts tranquillement. Et donc ça, c'est très très simple à alimenter. Vous prenez une bonne grosse batterie, vous mettez un régulateur qu'on trouve sur tous les bons sites de robotique et vous alimentez votre carte PC tranquillement.
Exemple de carte PC que moi j'utilise pas mal si vous voulez noter un nom, c'est des cartes qui sont faites chez Advantech. On a des cartes de chez Contron qui sont sympas aussi. Donc voilà. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va commencer à prototyper en utilisant le PC et après passer le code sur une carte industrielle quand il va falloir mettre le robot dans une petite boîte. Il y a une troisième solution qui a commencé à émerger avec Android. Non, c'était avec Windows Mobile avant Android. Initialement, il y a eu du Windows Mobile. A lancé beaucoup de choses. Voilà. Et il y a forcément dû y avoir du Palm. Mais Windows Mobile, il y avait des gens qui avaient commencé à concevoir des robots dont le cerveau, c'était un téléphone Windows Mobile. Alors maintenant, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était top. Après, il y a eu Android et il y a plein de projets. Si vous en voulez un de projet Android, moi je m'en fous, je suis ouvert. Ça s'appelle chickenhaha.com. Très sympa ce qu'il fait avec ses robots Android. Et on en a un dont on va parler à la fin de la session qui s'appelle wpbots.com. C'est un gars qui fait des robots avec du Windows Phone. Donc je vous expliquerai comment il y a l'interface, c'est assez futé. Ça permet, le smartphone, tout comme le laptop, il a sa propre batterie. Du coup, on gagne un certain nombre de choses. Et puis dans un smartphone, il y a un tas de capteurs qui sont assez intéressants à utiliser pour fabriquer un robot. Donc c'est vraiment une option qu'il faut considérer si on n'a pas besoin de toute la puissance d'un PC. Alors, quand on va vouloir programmer le cerveau du robot avec .NET, alors évidemment, si vous avez un Windows Phone, vous allez le programmer en .NET. Faites des applications sur Windows Phone, c'est bien. Si vous avez une carte type PC ou type x86, il y a plein de choix. Alors, j'ai cité les cartes Advantech, j'ai cité les cartes Contron. Toi, tu utilises une carte qui s'appelle la Roboard. R-O-B-O-A-R-D. Ro et board. Voilà, c'est écrit là. Et elle est assez sympa cette carte parce qu'elle a un petit processeur qui est pas excessivement puissant, mais qui permet de faire tourner Windows. Et du coup, on se retrouve quand même dans un environnement où il est facile de déployer du code. T'en reparles après, je pense. Oui, je rentre plus dans le détail. Laptop, c'est vraiment le truc le plus simple. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise sur le robot de référence Microsoft qui s'appelle Eddy. Smartphone, j'en ai déjà parlé. Maintenant, j'aurais dû mettre des animations sur cette slide. Voilà. Quand on va parler, et ça c'est un point important, une fois qu'on a choisi le hardware, ce qu'on va mettre comme cerveau dans le robot, il va falloir choisir l'OS, le système d'exploitation qu'on va faire tourner sur ce robot. Et là, alors ce chemin-là n'est pas valide pour tous les projets de tous les types, etc. Mais c'est ce qu'on rencontre dans 90% des temps quand on fait un robot, particulièrement en mode hobbyiste. On part du hardware du cerveau. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Soit c'est un truc de type x86, soit c'est un truc de type ARM. En gros, le ARM ou autre type de contrôleur, type MIPS, SH4, etc. Mais ça, on en voit beaucoup moins. On va partir d'abord sur la branche x86. Et là, la question, c'est de savoir est-ce que vous avez vraiment besoin de temps réel ou pas. Et si vous voulez développer en utilisant vos connaissances Microsoft en temps réel, chez Microsoft, il n'y a qu'une seule option, d'ailleurs, qu'on passe à droite ou à gauche, c'est un OS qui s'appelle Windows Embedded CE, qui est maintenant en version 7. Qui continue d'évoluer, hein, on lui a prévu une suite, qui est un OS temps réel dur, qui est utilisé dans l'industrie. Le temps réel dur, ça veut dire qu'on peut avoir un comportement déterministe, on a la main sur le scheduler, on sait borner le temps avec lequel il va récupérer les interruptions, le temps, par exemple sur des ports d'entrée-sortie, etc. Et on va c'est pas du tout un vieux Windows Mobile refourgué, c'est vraiment un OS sur lequel on bosse depuis des années et sur lequel on va taper du VxWorks chez les clients. Pour ceux qui connaissent le monde un peu temps réel, moi j'ai pas de problème à aller défendre CE sur du VxWorks. Donc ça c'est quelque chose qui est très utilisé dans l'industrie. Du coup, dans le monde hobbyiste, c'est un peu plus compliqué à utiliser. L'outillage Windows CE qui s'intègre dans Visual Studio, ils sont un peu à la bourre au niveau de l'outillage. Ils sont encore en Visual Studio 2008, mais ils vont se rattraper. Enfin, j'ai pas trop le droit d'en parler.
Le développeur C'est un expérience kit. n'est pas aussi développé. Là, Non, c'est moi qui parle. développeur- Le développeur expérience n'est pas aussi avancé que sur les autres. ouais, alors elle est plus avancée que ce qu'on trouve habituellement dans l'industrie pour ce type d'OS, mais elle n'est pas aussi avancée que ce qu'on fait par exemple avec le Windows, avec Windows 7 par exemple, ou les futures versions. En revanche, c'est vraiment un OS prévu pour aller faire de la prod dans l'industrie. Le seul truc, c'est que c'est un OS qui est fourni avec le code source. Il est fourni avec une architecture qui est particulière, avec des API qui sont particulières. Ça n'a rien de commun avec Windows. Du coup, faut connaître quoi. Faut rentrer dans le code. Si vous voulez aller avoir vraiment du temps réel, il va falloir aller se taper le fonctionnement du scheduler et compagnie. C'est pas trivial du tout. Donc, si vous avez un projet à long terme pour faire un bras robot chez vous ou quelque chose comme ça, vraiment temps réel, c'est cool. Si vous êtes dans le mode hobbyiste parce que vous voulez faire ça pour vous amuser, honnêtement, c'est vous partez pour une bonne masse de travail. Après, si vous voulez pas forcément faire de temps réel, la question qui va se poser après, c'est est-ce que vous voulez faire juste un proto ? Nicolas, ce que tu fais, je pense qu'on peut dire c'est juste un proto. C'est un proto. T'es pas encore en train de le mettre en prod. Non. Je sais pas si c'est dans tes plans un jour. On verra. Je ne sais pas sûr. Ou si vraiment après vous voulez en faire un produit. En cas de proto, vous embêtez pas. Si vous pouvez faire tourner Windows sur la carte, faites-le. C'est ce que tu as fait. Si vous voulez aller le mettre en prod et distribuer du robot avec un cœur x86, vous avez des versions de Windows qui sont découpées sous forme de composants et qui peuvent vous permettre de brider et borner le système d'exploitation à exactement ce que vous voulez faire. C'est-à-dire choisir les composants que vous voulez du système et uniquement ces composants-là. On peut faire un Windows sans interface graphique, par exemple. On sait faire avec les outils embedded. On sait faire un Windows qui reboot toujours de la même manière, avec une image sur laquelle il est impossible d'écrire quoi que ce soit. C'est-à-dire que toutes les écritures, elles sont simulées en RAM, en fait, et quand on le reboot, elles sont oubliées, vous repartez avec un système vanilla, comme s'il sortait de la chaîne de prod. On sait faire ces choses-là avec les technologies Windows Embedded, qui sont par ailleurs utilisées dans plein d'outils que vous croisez tous les jours. Ils ont un super stand là, en forme de cinéma, juste derrière, là. C'est utilisé dans les bornes d'accueil, quand vous allez prendre des billets, c'est utilisé dans un certain nombre de distributeurs automatiques, c'est utilisé dans tous ces systèmes. On voit bien que ça fait tourner une espèce de Windows, pour autant il n'y a pas forcément le logo Windows, il n'y a pas forcément les pop-up, il n'y a pas forcément Windows Update, etc. En général, c'est du Windows Embedded. Maintenant, ça c'est si vous avez un processeur x86. Si vous avez un cœur de type ARM ou un microcontrôleur, bon, alors il est possible que ça soit un smartphone. Dans ce cas-là, évidemment, je vais vous pousser sur Windows Phone. C'est bon, mangez sans. Qui a un Windows Phone dans la salle ? Ah, on voit qu'on est au Tech Days. Comment ça ? Si vous avez besoin, en revanche, si c'est pas un smartphone et que vous avez une carte de type ARM, type une carte de développement, se pose la question, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un OS, par exemple pour des besoins de temps réel ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un truc qui soit qui gère les processus multiples, qui gère une grosse interface graphique, avec Windows Embedded CE, on peut faire des trucs qui ressemblent à du Silverlight par exemple. Est-ce que vous n'allez faire tourner que quelques threads dans le cerveau, et auquel cas, si vous n'avez pas grand-chose dans le cerveau, enfin votre robot, le micro framework est vraiment une réponse qui est super adaptée. Maintenant, ça reste pour des trucs très très simples. Pour faire des petits projets, typiquement des projets pédagogiques autour de suivre une ligne, détecter des événements, par exemple des changements de température, des choses comme ça, faire des trajets prédéfinis. Dans ces cas-là, le micro-framework peut suffire. Très rapidement, dès que vous allez avoir besoin de fonctions qui touchent à de l'interface ou à de l'image, il va falloir repartir sur un vrai OS. Évidemment, je sais que c'est pas forcément clair dans mon discours, mais je travaille pour Microsoft, donc je n'ai pas inclus les autres OS. Il y a un certain nombre d'autres choix dans l'industrie sur lesquels il est néanmoins intéressant de se pencher. Sur ROS, évidemment, même si c'est pas forcément hyper simple à aborder. Je vais pas trop parler de la concurrence, mais il y a évidemment plein d'autres choix qui ne sont pas forcément sur cette slide.
Mais en tout cas, si vous voulez, là, on a une bonne vue. Si vous voulez utiliser les technos Microsoft, vous avez vraiment une bonne vue des différentes options que vous avez. Un truc dont on n'a toujours pas parlé, et comme on monte dans la stack applicative, je suis obligé de le mentionner, c'est Robotics Developer Studio. Robotics Developer Studio, c'est un projet qui vient au-dessus du framework.NET, donc qui tourne uniquement sur Windows. Ça ne tourne pas sur Windows CE, par exemple. Ça ne tourne pas sur le micro-framework non plus. Qui voulait, et qui veut toujours d'ailleurs, puisqu'on est en train de sortir la version 4, répondre aux exigences d'un certain nombre de développeurs robotiques de haut niveau. Alors quand je dis de haut niveau, c'est pas forcément de haut niveau technique, mais c'est de composants et d'applications robotiques complexes. Du coup, c'est un framework qui va nous permettre d'avoir une forme d'abstraction du matériel, qui va vous répartir le code sous forme d'un certain nombre de petites briques, de petits services qui vont communiquer entre eux de façon standardisée, et on va pouvoir configurer et reconfigurer la façon dont ces services se parlent dynamiquement au fur et à mesure de l'exécution de l'application. Il y a toute une session qui est dédiée à ça cet après-midi à 13h. Je ne sais plus dans quelle salle. Voilà. Ouais. C'est application robotique avec Kinect, sur lequel on va beaucoup parler de Robotics Studio, on va beaucoup parler de Kinect. C'est un framework qui est extrêmement compliqué à prendre en main, faut être honnête. C'est du C# avancé. Vraiment, on utilise toutes les fonctionnalités du langage. C'est hyper puissant. Mais pareil, c'est pas forcément simple à prendre en main. J'ai eu l'occasion d'aller l'enseigner dans quelques écoles. Et déjà, je crois que c'était 4 heures de cours, 8 heures de TP, c'était pas suffisant pour prendre la techno en main. Et donc c'était frustrant, c'était vraiment frustrant pour les étudiants. Donc c'est vous donner un petit peu l'idée du niveau de complexité. Il y a aujourd'hui pas mal de docs, il y en a de plus en plus, j'essaye d'en faire de plus en plus sur Robotics Studio, mais c'est pas simple. Donc je vous conseille de commencer par développer votre robot sans Robotics Studio. Faites votre hardware, faites votre soft, développez en .NET votre code, etc. Et une fois que vous avez bien la maîtrise de votre robot et un truc qui fonctionne, commencez à regarder Robotics Studio. Si vous êtes parti sur une couche de développement .NET, ça ne sera rien du tout de passer de .NET classique à Robotics Studio, mais n'y passez que au bout d'un certain temps, parce que c'est une fois que vous aurez une bonne vision de votre robot et une bonne compréhension de l'architecture de Robotics Studio que vous pourrez commencer à découper votre code. Maintenant, on va parler du robot de référence de chez Microsoft, donc qui est fait par le groupe Robotics, puisqu'il y a, pour ceux qui ne le savent pas, un groupe Robotics chez Microsoft. Et ce robot s'appelle Eddy. Donc je vais le mettre sur la table. Tu veux un coup de main pour ce Donc ceux qui sont devant vont clairement être avantagés. Le banc titre, on va pas le tordre dans tous les sens. Eddy, on va le mettre un peu de 3/4. Hop là. Donc ça, c'est la plateforme de développement qui est poussée en ce moment par le groupe Robotique. Elle est poussée, pourquoi ? Parce que ils cherchent à acquérir de plus en plus de développeurs qui font des applications robotiques de haut niveau, des applications qu'on pourrait éventuellement avoir envie de packager et de commercialiser. Alors pas de commercialiser nous, on s'entend bien, on fournit le toolkit et on vous laisse les commercialiser, mais comme Robotics Studio c'est la fondation de tout ce qu'on fait en robotique chez Microsoft, il va quand même y avoir un moment un besoin de fournir un robot de base, et donc on fournit un guide pour construire une plateforme de référence, et Parallax ont été les premiers à implémenter ce guide. Ce qu'on va retrouver, c'est 2 moteurs assez costauds, une carte électronique en dessous, vous pourrez venir autour après pour regarder, qui est la colonne vertébrale du robot, qui est basée sur une carte qu'on appelle Propeller. Propeller, c'est une technologie de Parallax. Un petit microprocesseur assez spécial avec un certain nombre de cœurs auxquels on peut dédier des tâches différentes, etc. On va retrouver à l'avant un certain nombre de capteurs infrarouges et des capteurs à ultrasons qui vont nous permettre de faire l'anti-collision. Et par-dessus, on a un joli plateau sur lequel on peut poser le PC. Et au-dessus, un peu surélevé, on a le Kinect. Alors, au passage, le Kinect, il est important
ou la Kinect, je sais pas, j'entends les deux. Il est important c'est comme Nutella, de surélever. Et si vous voulez faire un robot avec Kinect, il est important de le mettre à une certaine hauteur. Pourquoi ? Parce que comme il y a une zone noire devant Kinect, ici, qui fait, avec le Kinect pour Xbox 360, 80 cm à peu près, il n'en fera plus que 40 avec le Kinect pour Windows, et ben mine de rien, pour voir le sol, et pour voir éventuellement des obstacles qu'il y a au sol, il faut qu'il ait une certaine hauteur. Donc ça, c'est le premier truc. Et on a vu des fabricants de robots professionnels faire l'erreur, et mettre un Kinect à la hauteur des roues, et ça marchait pas du tout. J'entendais une voix ? Non, c'est moi. Le problème, c'est que tu m'entends venir de là-bas. Donc vraiment important de le surélever. Et alors l'avantage d'avoir une plateforme comme ça, pour vous donner une idée quand même, là on commence à, j'ai l'impression d'être au téléachat. On commence à arriver sur un truc qui fait $1000. Ça commence à faire. Mais en même temps, on a un truc qui est très puissant, qui a une durée de vie au niveau des batteries, donc c'est de la bonne vieille batterie au plomb à l'ancienne, tu tiens entre 4 et 7 heures. Et l'avantage de ça, c'est qu'avec ce gros plateau et toute la puissance qui est embarquée, vous développez avec votre PC, vous avez fini de développer, vous voulez tester, vous posez le PC, vous branchez la Kinect, vous branchez la carte électronique, et vous testez votre code directement sur le PC. Alors, le truc à ne pas faire, vous voyez que je vous raconterai, vous voyez que ces capteurs-là, en général, c'est des capteurs qu'on utilise pour faire de l'anti-collision. Voilà. Débugger l'anti-collision, ça devient compliqué parce que quand vous vous mettez devant votre PC, si vous avez activé les moteurs, il va avoir tendance à se barrer. C'est là qu'on voit le mec qui court après son robot. Et alors, l'autre truc à faire, c'est que alors, pour tous les robots que vous faites, il vous faut un gros bouton rouge. Ce gros bouton rouge qui est arrête-toi, tu vas dans le mur, tu vas tomber dans les escaliers ou un truc comme ça. On a tous bousillé à un moment ou à un autre un peu de matos parce qu'on n'avait pas ce gros bouton rouge. Le gros bouton rouge, la barre espace, ça va pas, parce que ce machin-là roule vite. Donc s'il faut, il y a des photos de moi dans l'open space comme ça. Donc voilà. Donc en l'occurrence, moi j'ai un gros bouton rouge maintenant sur une manette de Xbox. C'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est vraiment la plateforme et on retrouve l'architecture. La plateforme de référence de Microsoft, et on retrouve l'architecture dont on a parlé, avec une colonne vertébrale, un certain nombre de capteurs et de moteurs qui sont reliés, un cerveau qui est fait avec le PC, le Kinect qui est un capteur, mais qui est branché quand même directement au PC, et avec ça on développe des applications robotiques avec Kinect chez Microsoft, et c'est le sujet de la session cet après-midi. Je suis en train de défoncer le temps. Complètement. Donc je crois que juste après c'est le cloud. Voilà. Alors et c'est juste pour dire, c'est fabriqué par Parallax. Ok. Problème. Mieux. Donc Parallax, c'est un partenaire qui est américain, mais c'est distribué par un distributeur bien français et très sympa qui s'appelle Génération Robot. C'est des mecs géniaux, particulièrement pro. Ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, si vous voulez vous faire un robot de base avec un laptop pour faire du Kinect, vraiment, c'est une super plateforme. On va fournir tous les services de référence, particulièrement avec Robotics Studio, et un certain nombre de services assez sympas de text-to-speech, de reconnaissance vocale, d'interfaçage avec Kinect. On a même des scénarios de navigation autonome avec évitement d'obstacles en utilisant Kinect et les capteurs de collision, etc. Donc ça, c'est vraiment la plateforme avec laquelle le groupe Robotics travaille. On a des écoles qui ont commencé à en acheter. J'ai la chance d'en avoir un. Et on en verra de plus en plus dans le futur. Voilà. On va maintenant passer à la partie cloud. On est monté au fur et à mesure dans les différentes couches. Donc là, Nicolas, je vais te laisser officier. Avec l'utilisation, donc effectivement, de Windows Azure pour différentes fonctions. Donc on a plusieurs scénarios qu'on peut utiliser, dans lesquels on peut utiliser le cloud. Ça va être, et je crois que c'est à peu près le plan de ta présentation, à peu de choses près, augmenter les fonctions, c'est-à-dire essayer de déporter du calcul dans le cloud plutôt que le faire en local avec une carte qui n'est pas puissante du tout. Quand la connexion est bonne, ça ira plus vite. Évidemment, sauvegarder des données et garder en mémoire des données, puisqu'il y a beaucoup de robots dont la vocation est de capter l'environnement et pour le surveiller, par exemple. Donc dans ce cas-là, l'utilisation du cloud, ça va être intéressant.
Et il y a aussi un tas d'API dans le cloud qui sont intéressantes pour gérer l'accès au robot, puisque un des trucs qu'on va vouloir faire assez rapidement avec un robot, c'est y accéder à distance, pour éventuellement le piloter. Exactement. Bah, Nicolas, c'est à toi, et il faut switcher sur le 2. Le 2. Voilà, on va enchaîner. Donc le petit robot, je pense que vous l'avez déjà vu, là, celui qui s'amuse à suivre Pierre pendant son speech, c'est Chlorophylle. Il s'appelle Chlorophylle. Pourquoi Chlorophylle? Chloro pour cloud robot. Et puis Phil, c'était pour faire joli, parce qu'à un moment ou à un autre, un nom qui est sympa, c'est plus pratique. Le but de ce robot, c'est pas, comme l'a dit Pierre, de commercialiser. C'est un robot, on va dire, de hobbyiste, entre guillemets, mais avec une finalité bien particulière qui était de mettre en œuvre dans un environnement robotique des choses qui n'avaient rien à voir à la base avec la robotique. Je suis pas du tout issu de l'info-indus ou de l'électronique je suis issu de l'info de gestion classique, avec un goût quand même pour l'électronique. Et du coup, c'était plus un challenge, et puis surtout dans le côté innovation, de dire voilà, je veux faire un robot, mais dans ce robot, je veux pas utiliser ni du Windows Embedded, ni du Windows CE, ni des technologies de l'embarqué. Je veux faire ça avec du .NET classique, avec du Windows classique. Et puis tant qu'à faire, on est dans le monde du cloud en ce moment. Qu'est-ce que le cloud peut apporter à un environnement robotique? Jusqu'à présent, on avait une vision assez restrictive de la robotique face à s'élargit depuis quelques années, mais avant la robotique c'était du C++, c'est du temps réel, c'est des OS spécifiques, et puis c'est du matériel, puis l'info de gestion, c'est des trucs, on s'en fout des temps de réponse, c'est du web, et puis voilà. Et maintenant on arrive à un moment où des technos issus de l'info non temps réel, non embarqué, peut répondre à des besoins dans la robotique, et vice versa, des technos qui sont issus du monde de la robotique peuvent répondre à des besoins qui ne sont pas de robotique. Dans le cas de Robotic Studio, il y a eu des cas où des gars ont utilisé des briques de Robotic Studio pour faire autre chose que de la robotique. Donc voilà, en fait, le but initial de Chlorophylle, c'était ça. C'était de montrer qu'on peut faire des choses robotiques sympas avec des technos qui n'ont rien à voir à la base avec la robotique. Donc on va voir, alors ça a évolué l'an dernier, pour ceux qui avaient déjà participé, j'avais présenté la toute première version de Chlorophylle, là c'est la version 2012 qui a pris un cerveau de plus et qui s'est rapproché de l'embarqué, puisque maintenant il y a une carte micro-framework dedans qu'on va voir juste après. Donc la version 2012, on retrouve la carte Roboard qu'a évoqué Pierre tout à l'heure. C'est une carte, c'est un PC embarqué sur une carte électronique grande comme une boîte d'allumettes. Je vais juste vous la montrer très rapidement en live. Hop, elle est. Le problème, c'est qu'il faut. Voilà, c'est la carte qu'on a au milieu. Alors, on voit surtout la carte Wi-Fi qui est par-dessus. Le PC est dessous en fait. Et c'est un PC donc de classe 486. Donc pas très puissant, qui tourne à 1 GHz quand même en termes de vitesse, donc ça permet de faire des choses sympas. Et surtout, on peut lui installer un Windows XP classique dessus. Il y a une petite carte SD sur laquelle l'OS est installé, il voit ça comme un disque IDE, et il boot, enfin c'est un PC qui démarre. Avec le gros avantage, c'est qu'il a une multitude de ports d'entrée-sortie destinés à la robotique. Des ports PWM pour piloter des cerveaux, tous les bus de connexion. Bon, il y a de l'USB classique, mais il y a de l'I2C, il y a le JTAG, il y a du SPI, il y a du RS-132, 485, niveau TTL, niveau CMOS. On retrouve un peu tout ce qu'on peut faire avec dessus. Il y a des ports série très haute vitesse pour piloter certains types de servomoteurs, du reste, des convertisseurs analogiques digitaux, voilà. Et en plus, donc, il a un port PCI Express qui permet soit de mettre une petite carte VGA au moment de l'installation de Windows XP, qu'après on enlève parce qu'elle ne sert plus à rien. Et dans le cas de Chlorophylle, il y a une carte Wi-Fi en fait dessus qui sert à connecter le robot. Pardon. La version 2012 a maintenant en plus une petite carte micro-framework. Donc tout à l'heure, Pierre a évoqué, c'était les Netduino, je crois, et puis la Gadgeteer. Ça, c'est un autre modèle, c'est la Panda, Panda 2. Donc qui intègre un petit processeur, un ARM 72 MHz, et puis tout un ensemble d'entrées-sorties. Donc il y a un port USB, il y a des ports PWN, il y a des ports analogiques digitaux. Donc en fait cette carte-là, dans le cadre de Chlorophylle, elle a pour rôle maintenant de gérer uniquement tout ce qui est les capteurs, type capteur de chute. Donc en fait Chlorophylle a 4 petits détecteurs de distance du sol pour qu'il s'arrête quand il arrive au bord d'une table. Parce que, comme disait Pierre, moi j'ai pas de gros bouton rouge pour le moment, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de le rattraper juste au moment où commencer à chuter de la table, et gérer des capteurs de collision qui ne sont pas encore installés, mais ça va arriver. Donc en fait, la carte Panda va gérer les capteurs en pseudo-temps réel, en fait. Le but, c'est de réagir plus rapidement. Et la carte PC, elle, va gérer
l'intelligence embarquée. Donc dans cette carte, il y a tout un ensemble de fonctionnalités. La fonctionnalité de capture de vidéo, il y a une petite webcam dessus qui est embarquée. Le pilotage des moteurs est géré par la carte PC. Donc c'est des petits cerveaux moteurs à rotation continue qui est embarqué dessus. Et il y a tout un ensemble d'autres éléments qui sont connectés dessus. Donc la webcam, elle est en USB. Il y a un petit compas que j'ai enlevé parce que j'ai pas eu le temps de le fixer, mais qui permet au robot d'avoir son orientation par une boussole en fait. Et un petit afficheur LCD de ligne, parce que vu qu'en fait il n'y a pas d'écran dessus pour des questions d'autonomie aussi, eh ben, à un moment ou à un autre c'est bien de savoir ce qui se passe sur le robot, puis que le robot puisse communiquer et donner quelques informations. Donc récemment je vais rajouter un petit afficheur LCD qui me permet notamment d'avoir son adresse IP quand il est connecté pour pouvoir reprendre la main dessus si besoin. Voilà, et le tout sur un châssis custom, merci Bricomarché, une plaque de plexiglas et puis 2 équerres en plastique sur le côté avec des vis, et voilà, ça m'a fait mon châssis. Donc c'est vraiment un robot qui n'est pas destiné à faire de la production, le but c'était vraiment de valider des concepts en fait de développement technologique et de mise en œuvre de briques technologiques. Donc Chlorophylle, qu'est-ce qu'on fait avec? Ressources limitées embarquées, mais je veux lui faire plein de choses. Je veux qu'il fasse du tracking de visage. C'est pour ça que Pierre s'étonnait tout à l'heure que Chlorophylle le suivait du regard. Il fait du tracking de visage, il va suivre les visages, sauf que même si c'est un PC embarqué, ça reste un 486, il a que 256 MB de RAM. Faire du traitement d'image sur un PC de cette puissance, c'est pas du tout envisageable. Donc le but, ça a été de déporter dans Azure, donc dans le cloud, tout un ensemble de traitements qui nécessitent de la puissance de calcul. Donc en l'occurrence, sur le PC, c'est uniquement la partie capture d'image qui est effectuée. On upload ça sur un service qui tourne dans Azure, donc ça c'est fait en automatique, et il le fait en temps réel, là depuis tout à l'heure il le fait. Et Azure effectue, il y a un service qui tourne, qui fait la reconnaissance d'image, qui cherche les visages dedans, et qui renvoie à Chlorophylle un certain nombre d'informations, notamment par rapport au centrage de la caméra, où se trouvent les visages détectés. Et là, Chlorophylle prend la décision d'orienter la caméra en direction des visages. Donc c'est pour ça que quand on le met face à des visages, si on bouge la tête, il y a voilà, c'est ce que je viens de faire. Il oriente sa caméra, il tourne son regard vers la personne qui l'a détecté comme étant la plus près, en fait. Voilà, donc on a cette partie utilisation d'une puissance déportée dans le cloud. L'autre contrainte que je me suis fixée par rapport à Chlorophylle, c'est la possibilité de pouvoir le piloter à distance. Mais quand j'entends à distance, c'est pas la portée d'une petite carte radio intégrée ou la portée de mon routeur Wi-Fi qui est là. C'est je laisse chez moi et moi je suis aux États-Unis, je veux pouvoir le piloter. Comment est-ce que je peux faire ça? J'aurais la possibilité de dire j'ouvre un port réseau sur mon routeur chez moi et puis je me connecte directement sur le robot. Problème, c'est n'importe qui va pouvoir le faire aussi derrière éventuellement. Donc risque de déni de service, d'attaque, ce genre de choses. La solution, ça a été de dire je vais utiliser de nouveau le cloud pour exposer un certain nombre de services. C'est-à-dire que notamment le service de pilotage de Chlorophylle va être exposé à travers Azure. Et moi, à distance, si je veux piloter Chlorophylle, j'ai juste à me connecter sur ce service-là et lui envoyer des ordres. Azure va redescendre sur le robot les ordres en question. Mon robot n'est pas directement accessible de l'extérieur. C'est-à-dire que je peux pas, vous pouvez pas venir tenter de faire un IP et vous connecter sur le robot. Par contre, on passe par Azure. L'avantage, c'est que c'est Azure qui encaisse la charge. C'est-à-dire s'il y a une tentative d'attaque de déni de service sur le robot, c'est Azure qui va encaisser la charge et pas le robot. D'un autre côté, la sécurité est aussi faite dans Azure et mon robot n'est pas directement visible de l'extérieur. L'autre fonctionnalité, c'est de rendre visible ce que voit le robot. Donc il y a un service qui tourne dans Azure qui expose aussi la vidéo du robot. Alors, je vous ai dit que le robot en lui-même est très peu puissant pour faire ce genre de choses. J'allais pas lui mettre un serveur web intégré et vous, à 50 personnes, se connecter en même temps sur le robot. Le pauvre, il allait dire stop, et qu'en plus la connexion réseau, c'était pas dit qu'elle tienne la charge. Donc dans Azure, il y a aussi un service qui tourne et qui permet de voir ce que voit Chlorophylle, en fait, en absorbant la charge. Donc Chlorophylle se contente d'envoyer un flux d'images. Et après, Azure, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui tournent dans Azure qui vont permettre à 50, 100, 1000, 2000 personnes de venir se connecter et de voir ce que voit Chlorophylle. Le robot, lui, il n'en a rien à faire de savoir combien de personnes viennent voir ce qu'il est en train de faire. C'est Azure qui encaisse la charge. Pardon. Donc là, je ne vais pas revenir sur le détail. Le soft qui est embarqué, donc on retrouve la petite carte électronique, sur laquelle est connecté les cerveaux de déplacement, donc les 4 roues en fait, la webcam et la partie Wi-Fi. Et au-dessus, on va retrouver une version classique, un XP embarqué, non pas un XP embarqué, pardon, un XP Pro allégé. Donc j'ai juste désactivé certains services, parce qu'il n'y a que 256 MB de RAM, donc le but c'était de laisser un maximum de place pour le soft du robot. Le framework .NET 4.
Donc là, j'ai pas les par le haut de la cuillère, j'ai dit je prends le dernier, le plus récent, et j'ai mis le .NET 4 dessus, donc c'est vraiment celui qu'on peut télécharger sur le net, c'est pas une version particulière. Et au-dessus, tout un ensemble de services qui utilisent ou qui s'exposent à travers WCF. Donc j'en ai un qui expose les fonctionnalités hardware du robot. C'est-à-dire qu'au lieu de chaque fonctionnalité besoin d'utiliser la librairie de programmation hardware du robot pour accéder aux différents ports d'entrée-sortie intégrés, j'ai un service WCF qui expose de haut niveau les API pour piloter les roues, piloter les cerveaux, accéder à l'afficheur, et ainsi de suite, qui utilise une librairie .NET fournie par Roboard. Donc on a déjà une encapsulation .NET des API bas niveau, qui elle-même utilise la librairie native pour piloter le matériel. Au-dessus, ce service-là est utilisé en WCF. Donc tout élément logiciel qui a besoin de piloter le hardware du robot va passer en WCF classique sur ce service-là. À côté, un soft qui fait de la capture d'image avec la webcam et qui va l'uploader sur le service qui tourne dans Azure, c'est le plus gros consommateur de puissance CPU. Il mange à peu près 40% du CPU. Voilà. Donc j'ai passé un temps fou à l'optimiser pour laisser de la place du temps CPU pour le reste du soft qui tourne dessus. Donc lui, il utilise WCF pour envoyer les images sur Azure. Et un autre service que j'ai appelé le main service, service principal, qui expose les fonctionnalités de pilotage du robot, qui va me permettre à distance de le piloter et d'interagir avec le robot. Donc ce service-là est exposé à travers Azure et le service bus d'Azure, en fait, pour fonctionner tout ça. Plus un petit loader qui démarre tous ces éléments-là. Donc on retrouve une appli Silverlight qui va me permettre de visualiser ce que voit le robot. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, c'est un peu plus marrant. Touc. Voilà. Hop. Donc pour ceux qui ont une connexion nette, vous pouvez vous amuser à aller dessus. Là, il ne voit pas grand-chose pour le moment. Donc il y a un petit délai parce que j'ai mis qu'une image toutes les 2 secondes, en fait, voilà. Et donc là, vous voyez en même temps la partie vidéo du robot, les visages qui ont été détectés, et il se focalise sur le visage qu'il détecte comme étant plus près. Voilà. Donc après, il change. Bon, il y a des petits liés au petit flou, voilà. Donc ça tourne dans Azure, et le webcam grabber qui tourne sur le robot va uploader les images, et le service dans Azure analyse l'image, fait de la reconnaissance. Là, maintenant, il va vous suivre. Il vous a trouvé, il ne va plus vous lâcher. Voilà. Donc ça, c'est la partie publication vidéo. On retrouve, je regarde l'heure parce que je suis en train de tout exploser là aussi, une petite appli Windows Phone 7 qui va permettre de le piloter, donc qui va récupérer la même image, mais qui va en même temps apporter, je retrouve mon Windows Phone, voilà. Alors, je vais le mettre au milieu, comme ça tout le monde le verra, ce sera plus pratique. Hop là. Alors lui, c'est le 1. Voilà. Donc, que je me mette à peu près au milieu. Toc. Voilà. Hop. Voilà, donc je retrouve en fait une... Je ne sais pas si j'éteins, on verra mieux le... Non. Bon, je vais laisser comme ça, on voit mieux. Donc on retrouve en fait l'image qui est utilisée par l'API Silverlight, c'est la même image qui du coup est récupérée sur le Windows Phone, et je retrouve la possibilité de le forcer à orienter sa caméra. Donc j'ai trois, on ne les voit pas les touches, mais il y a des petits carrés qui sont sensibles sur l'image qui me permettent de forcer l'orientation de la caméra. Donc là on l'entend qui... Alors il n'y a pas trop de visage par terre. Voilà, et je retrouve sur le côté 2 curseurs qui vont me permettre de le faire avancer et de le forcer. Alors, hop. Voilà. Ça bouge. Ça bouge, voilà. Et là, en fait, chaque fois que je manipule mon appli Windows Phone 7, on a l'impression que c'est du temps réel entre les deux. Non. Mon appli Windows Phone 7 dialogue avec mon service qui est dans Azure, qui redescend les ordres sur le robot. Donc je pourrais être à l'autre bout de Paris, à l'autre bout du Palais des Congrès ou aux États-Unis, j'aurais exactement la même réactivité, la même manière de piloter le robot. À tout moment, je peux interagir avec lui. Voilà. Bon. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le robot, il y a une logique interne, et notamment pourquoi j'ai rajouté le micro framework, c'est que si je perds une connexion, je ne peux plus l'arrêter.
Donc il y a notamment les capteurs de chute et les capteurs de choc que je vais lui rajouter, qui sont là pour justement le fameux gros bouton rouge, éviter qu'il tombe d'une table ou qu'il tape dans quelque chose et qu'il blesse quelqu'un en fait. Il y a la possibilité de switcher, si tu n'as plus de réseau internet, de passer directement du téléphone au robot? Je ne l'ai pas implémenté, mais c'est tout à fait envisageable, puisque c'est du service WCF classique qu'il y a derrière. Je vais passer rapidement les animations. Tac, 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 tac. Ah oui, tant qu'à faire. Voilà, hop là. Voilà. Donc l'architecture finale de Chlorophyll et puis tout ce qu'il y a derrière, c'est à fabrique le service bus pour exposer les services de pilotage, utilisés par le Windows Phone pour donner les ordres de pilotage, et le webcam grabber qui lui pousse les images sur un service vidéo, qui est utilisé ensuite soit par le viewer Silverlight que je vous ai montré, soit par le Windows Phone pour afficher les images. Voilà, je vais te rendre la main, parce que j'ai éclaté tout ça. Les slides seront téléchargeables de toute façon. Et vous pourrez voir Chlorophyll à la fin. Je vais l'enlever pour qu'on lui marche dessus. Ouais, il vaut mieux. Merci Nicolas. Donc effectivement, la question de l'utilisation du cloud, elle se pose de plus en plus. C'est un des thèmes principaux d'un salon qui s'appelle InnoRobot, qui a lieu 14, 15, 16 mars à Lyon. Sachant que évidemment, quand on fait du cloud et quand on déporte des fonctions dans le cloud, c'est systématiquement un compromis, mais il faut considérer le cloud comme un composant du robot de la même manière qu'on fait des compromis, que ce soit sur le hardware, que ce soit sur la partie cerveau, etc. C'est vraiment devenu un truc intéressant. Une autre partie qu'il faut souligner, c'est que il est de plus en plus simple de faire du cloud. Développer pour Azure aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de n'importe quel développeur. Si tu sais faire du C#. Ouais, et même si tu sais faire du PHP, si tu sais faire du Java, si tu sais faire du Ruby, si tu sais faire, il y a une telle évolution dans la souplesse de ce qu'on peut faire avec Windows Azure que ça devient vraiment simple de faire ça. Donc quand on est développeur robotique aujourd'hui, c'est absolument pas quelque chose qu'il faut ignorer. Faut vraiment regarder ce qu'on peut faire avec. Je voudrais finir avec le projet WPBots. Alors il y a eu un petit empêchement de dernière minute qui fait que le créateur de WPBots peut pas être là avec nous. Néanmoins, je voulais parler de son projet parce que il a eu une réflexion extrêmement intéressante autour de tout ça. Il est parti du principe que finalement, si on comparait les fonctionnalités qu'on attend d'un robot par rapport aux fonctionnalités qu'on attend d'un smartphone, mine de rien, dans un smartphone, il y a énormément de choses. Quand on parle de caméra, de micro, de GPS, d'accéléromètre, donc de capteurs de position, d'entrée-sortie audio-vidéo, puisque les smartphones peuvent être équipés de caméras. On a énormément de choses qui sont déjà incluses dans un Windows Phone ou dans un téléphone, mais en l'occurrence ici c'est le Windows Phone, et on a finalement peu de choses à rajouter pour fabriquer un robot. En gros, il parle d'un bus de pilotage et d'actionneurs avec éventuellement des moteurs et des capteurs. Du coup, il s'est dit ça serait une bonne plateforme pour proposer un kit de robotique pas trop cher. Et donc c'est ce qu'il fait. Alors il a commencé avec plusieurs versions de son robot. Il a commencé par contrôler directement le robot depuis le smartphone. Alors comment il a fait un modem acoustique en passant par le jack audio de Windows Phone. Il y a deux pattes, il y a trois pattes même en l'occurrence. Il en suffit de deux pour faire passer un port série. Alors il y a un petit paquet de soft derrière pour transformer un jack audio en port série, mais ça marche. Et du coup, même à travers ça, il pouvait faire un pilotage analogique de ces petits moteurs. C'était pas top, donc il a fini par faire un prototype où il rajoutait une carte ici qui était une Fez Panda 2, comme toi, et il a commencé à faire donc des petites plateformes de prototypage comme ça. Et évidemment, après, il est en train de se poser la question d'intégrer le cloud, voire d'intégrer après, il a des réflexions autour de virons le Windows Phone du robot et ça nous besoin pour autre chose, mais en l'occurrence, ça nous intéresse moins cette partie-là. Et l'avantage, c'est que le smartphone, on est déjà un certain nombre à en avoir un. Et finalement, du coup, le petit kit à rajouter par-dessus, il coûterait vraiment pas cher du tout.
Il a déjà commencé à travailler sur un certain nombre d'algos en utilisant la caméra pour, par exemple, pour faire de la reconnaissance visuelle, etc. Ça, c'est la première version de son robot, donc en mode analogique. Donc, il l'avait fabriqué, c'est accessoirement quelqu'un avec une formation mécanique. Donc, il a des très jolis prototypes. Et en gros, depuis le C#, il s'est retrouvé avec des API extrêmement simples, avance, recul, gauche, droite, etc., avec lequel il pilotait les moteurs. Il arrive à une mise en prod pas loin. Donc ce qui était sa transformation du port série du jack en port série est devenu un truc comme ça. Donc c'est des pièces qu'il a fait usiner dans lequel on a un petit jack. Donc ça c'est juste de la transmission, mais il va également avoir un truc avec transmission et réception. Donc on arrive à des solutions vraiment très très compactes. Et après, bon voilà, alors il y a des protos qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus électroniques. Mais à terme, ce à quoi il veut arriver, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc ça, c'est une image en 3D. Il veut arriver à ce niveau-là. Il a déjà des choses qui tournent. Et finalement, ce qu'il a fait au final, dans cette petite partie-là, il n'a plus de carte micro-framework FaZe Panda, parce que dans le cadre d'une mise en prod, eh ben, c'est beaucoup trop cher. Du coup, il est reparti sur une électronique à base de pics, et il a une chaîne de pics qui est pour faire chacune des fonctions du robot reliées au port série du Windows Phone. Il pense pouvoir le mettre en prod, le kit sans le smartphone, à moins de 100 €. Ce qui est quand même sympa pour s'initier à la robotique, et ce qui nous permettrait d'utiliser nos connaissances de développeurs, et particulièrement de développeurs .NET, avec son téléphone. Donc vraiment un projet sympa sur lequel je voulais faire un clin d'œil en cette fin de session. Sachant que je vais finir, bon, il va fournir un SDK, tout ça, vous aurez les slides. Hein. Ce qu'on veut annoncer là maintenant tout de suite et à la session suivante, c'est que Microsoft sera à InnoRobot. Donc InnoRobot, c'est le salon de la robotique de service. C'est le 14, 15, 16 mars, ça se passe à Lyon. On était là l'an dernier. On avait des Kinect un petit peu sous les tables parce que le SDK n'était pas encore sorti, mais on savait bien que Kinect allait être une révolution dans le monde robotique. Donc il y en avait. On y retourne cette année. On invite tous nos partenaires. Si vous avez envie de présenter des travaux de robotique liés à des technos Microsoft, vous êtes les bienvenus sur le stand. Il faut me contacter. Et on présentera un certain nombre d'autres choses. On est en train de voir pour carrément ramener des gens du groupe robotique sur InnoRobot. Donc le prochain rendez-vous que je vais vous donner, c'est cet après-midi de 13 à 14 pour parler vraiment application robotique avec Kinect. Et après, rendez-vous à Lyon pour tous les amateurs de robotique sur ce salon à la mi-mars. Il me reste à vous remercier pour votre présence. Voilà nos coordonnées à Nicolas et moi. Les questions sont les bienvenues puisqu'en général on a une petite marge de questions-réponses à la fin.